Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. L'ouverture de la session aux États-Unis, alors les marchés actions US sont ouverts depuis 14h30, puisque vous le savez, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Les États-Unis et le Canada passent à l'heure d'hiver le week-end prochain, donc les statistiques immobilières ne sont pas attendues à 16h, elles sont déjà connues, elles ont été publiées à 15h, elles sont très mauvaises d'ailleurs, enfin très mauvaises, si, moins 11% en rythme annuel pour les ventes dans l'immobilier neuf aux États-Unis, alors que le marché envisageait une contraction légère de 1%, ce qui entraîne petite consolidation du dollar US avec peut-être un retour sur support de l'USD Yen, pour un achat par exemple, ou un euro-dollar qui revient tester une résistance. Malgré tout, une volatilité réduite sur les marchés financiers, un niveau de la volatilité qui a été réduit par l'action conjointe des banques centrales, avec toujours davantage de mesures accommodantes. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés aux devises ou aux produits CFD. Moi, je vais vous proposer un récap des fondamentaux. Puis, on va parler de la Fed, bien sûr. La Fed peut-elle relever ses taux cette semaine? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la probabilité, elle est très faible. Alors, étant donné que vous assistez à l'émission Wall Street Insider et que je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, on va quand même suivre le principe de ces émissions et je vais commencer par les marchés actions américains, le SP500, le Nasdaq. L'analyse technique est très efficace, très pertinente je trouve, notamment sur le SP500 avec un certain nombre de niveaux techniques. Rappelez-vous le double bottom sur les 1875 points, le signal d'achat bien avant la BCE d'ailleurs, donné le 8 octobre au dépassement des 2000 points, le pullback parfait le 14 octobre, et puis la tendance haussière. La cassure des 2040, alors ce qui me plaît sur les 2040 du SP500, c'est que le marché a réintégré ce range, ce bon vieux range du premier trimestre, qui alors que le DAX gagnait 25% en avril, le CAC 20% en avril dernier, depuis le 1er janvier, vous voyez les marchés actions US voir leur performance comprise entre 2 à 4% depuis le 1er janvier, 10% quand même pour le Nasdaq. C'est normal, le Nasdaq c'est le compartiment technologique avec des bons résultats trimestriels publiés la semaine dernière, Google, Microsoft, Amazon, on attend encore Apple, bref, l'attrait pour le risque est marqué sur les marchés actions internationaux. Tout a commencé fin octobre, fin septembre, avec la Réserve fédérale, suite d'ailleurs aux chiffres de l'emploi aux États-Unis au mois de septembre, avec un marché qui en est venu à écarter tout scénario de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. D'ailleurs, comme promis, je vous ai rassemblé les toutes dernières statistiques connues quant aux perspectives des taux d'intérêt de la Fed selon les contrats à terme négociés à la bourse de Chicago, des contrats à terme qui sont basés donc sur le taux d'intérêt des Fed Funds. En clair, c'est quoi? Nous avons des investisseurs qui se couvrent sur l'évolution des Fed Funds. S'ils anticipent par exemple une hausse des taux en janvier, eh bien, ils achètent d'ores et déjà des contrats à terme pour se couvrir justement. Alors, je vais vous montrer moi ici la toute dernière capture d'écran Bloomberg connue avec les toutes dernières statistiques pour vous montrer qu'en effet, la probabilité de voir la Fed agir cette semaine est très faible. Alors, qu'en est-il exactement? C'est le rendez-vous de la semaine, la Réserve fédérale des États-Unis. Dans le calendrier monétaire cette semaine, il n'y a pas que la Réserve fédérale des États-Unis. Alors certes, elle est attendue le 28 octobre à 19h encore une fois. Vous serez en live avec Sylvain mercredi à partir de 18h45 pour le communiqué de presse de la Fed qu'il décryptera avec vous. Et puis éventuellement, si la Fed relève ses taux, une conférence de presse serait organisée à 19h30. Attention, ce n'est pas 20h cette semaine, c'est uniquement cette semaine dans l'attente d'un basculement de l'Amérique du Nord à l'heure d'hiver. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche prochain aux États-Unis, au Canada. Alors les marchés actions américains sont bien orientés, c'est ce que vous avez constaté à travers des cassures techniques haussières sur les indices Nasdaq 100, Composite, SP500 et Dow Jones. Sur fond de trimestriels qui globalement battent les attentes, surtout les valeurs technologiques, avec bien sûr la semaine dernière la nouvelle baisse des taux d'intérêt en Chine, l'engagement qu'a pris Mario Draghi d'agir le 3 décembre prochain, bref, des résultats trimestriels, des politiques monétaires accommodantes, tout cela le marché action aime beaucoup. Alors cette semaine, forcément, en ligne de mire, la réunion du FOMC. Cette réunion du FOMC, elle commence demain. Demain, demain à peu près à cette heure-là, parce que demain, aux alentours de 15h19, mais il sera 10h19 sur la côte est des États-Unis. Et donc va commencer cette réunion de la Réserve fédérale, qui est donc un meeting, une réunion, qui rassemble les membres, les gouverneurs des banques centrales régionales aux États-Unis. La Réserve fédérale de Philadelphie, la Réserve fédérale de New York, etc. Il y en a 12.
chacune étant en charge d'un secteur économique aux États-Unis. Et puis elle remonte de l'information, et puis cette information économique, elle est décryptée par les économistes de la Banque centrale pour prendre une décision donc de politique monétaire. Le marché se base pour ses anticipations sur les toutes dernières statistiques américaines. Alors forcément, ne soyez pas étonnés que l'euro-dollar baisse, même s'il n'y a aucune chance de voir la Fed relever ses taux cette semaine. Tout n'est question de distorsion de politique monétaire. C'est-à-dire que si la Fed, elle, n'envisage pas de relever sa politique monétaire, les autres banques centrales l'ont rendue encore plus accommodante, ce qui maintient l'écart. Voire même, le marché semble croire que l'écart s'est agrandi en défaveur de la Fed. Puisque la BOC, la PBOC, pardon, a baissé ses taux encore. La BCE pourrait développer encore plus son QE, la BOJ aussi. On parle de taux de dépôt encore plus négatifs pour la BCE. Donc toute chose égale par ailleurs, avec une Fed qui resterait stable, cela accroît la divergence de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'en fait le marché pendant longtemps envisageait une hausse des taux de la Fed et un maintien du statu quo chez les autres, ce qui augmentait l'écart. Bon bah finalement la Fed ne touche à rien, mais les autres vont encore plus loin, ce qui augmente l'écart. D'où cette baisse de l'euro-dollar la semaine dernière, ou cette hausse de taux de change USD-Yen depuis 2 semaines. Sous vos yeux, donc, revenons-en à cette capture d'écran Bloomberg. L'instrument, c'est donc le taux d'intérêt des Fed Funds. Il s'agit donc de probabilités implicites. Alors, probabilités implicites qui sont établies selon le prix des contrats futurs négociés sur les Fed Funds échéance par échéance, que l'on essaye de faire coller avec les dates connues des réunions du FOMC. Ce qui signifie que le 28 octobre prochain, c'est donc mercredi, la probabilité de voir la Fed relever ses taux s'établit à 6%. Alors autant vous dire que si elle relève ses taux cette semaine, ça va être violent. Mais 6%. Moi je pense qu'on aura en effet cette semaine un non-événement monétaire. On verra, mais je pense que nous partons vraiment pour ce scénario-là. Alors, étant donné que le marché pense que ce sera un non-événement monétaire, ça renforce par contre l'importance des statistiques américaines. Et il y en a cette semaine des statistiques américaines, notamment la première estimation du PIB au troisième trimestre. Le troisième trimestre, c'est très important parce qu'il couvre juillet, août, septembre, justement cette période qui a vu un certain nombre de chocs et un ralentissement plus marqué de l'activité économique en Chine. Alors le marché se demande comment l'économie américaine se sera comportée au troisième trimestre, juillet, août, septembre. Et nous aurons cette information jeudi à 13h30 et non 14h30, toujours à cause de ce décalage d'une semaine dans le passage à l'heure d'hiver de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale. Alors, si j'étudie toujours ces probabilités implicites de voir la Fed relever ses taux, 6% le 28 octobre, et puis donc le 16 décembre. Le 16 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année, 34%. Et en réalité, le marché se reporte assez largement sur le premier trimestre de l'année 2016. En tout cas, ce matin, suite à toutes les statistiques de la semaine dernière et les banques centrales, c'est donc cette probabilité qui est la dernière en date connue, les 6%, de voir la Réserve fédérale agir. Alors, pour ce qui est du SP500, l'analyse technique à nouveau, propre, double bottom sur 1875 points, cassure de la ligne de coup à 2000 points le 8 octobre, pullback le 14 octobre. Vous avez ici une extension de Fibonacci que j'avais placée à l'époque avant même le double bottom, en partant du principe que justement, ce marché pouvait faire un double bottom. Eh bien, ces niveaux de Fibo, je les trouve efficaces. Voici en l'état les deux niveaux. On a d'abord le coefficient de 0,618 qui permettait d'attraper cet objectif de cours à 2080 points ici, sur l'indice S&P 500. On marque le pas, premier support 2040, première résistance 2080. On peut temporiser un peu, l'indicateur se dégonfle en H4, on va sûrement retomber vers la neutralité. Donc on aura probablement sur le court terme une phase de transition latérale, ici, sur le SP500. Soit le marché fait un range au-dessus des 2060 jusqu'à rencontrer cette ligne de tendance, soit carrément un mouvement de retour sur 2043. Et j'ai quand même le sentiment que ce marché finira par dépasser les 2080. L'idée du côté du momentum, c'est d'attendre de voir l'oscillateur revenir au niveau de la neutralité. Et pour le moment, on temporise sous ces 2080 points. On va temporiser quelque part entre 2040 et 2080 pour, je pense, ensuite franchir et rejoindre 2100 et 2129. Ce que ne manquera probablement pas de créer comme impulsion positive la Fed, qui ne devrait absolument donc pas relever ses taux cette semaine.
Alors le Nasdaq 100, lui, dans d'autres dispositions techniques beaucoup plus forts, tout simplement parce que le Nasdaq 100, c'est un compartiment très particulier de la cote américaine, c'est le compartiment technologique. Alors je vous rappelle qu'actuellement, on est en plein cœur de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Les fondamentaux des entreprises, c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à les ignorer un peu plus parce qu'on est en plein cycle accommodant monétaire. Aux États-Unis, le cycle accommodant monétaire, il est quand même, il tend à diminuer, hein. Donc le Nasdaq 100, le marché a donné un puissant signal la semaine dernière en dépassant les 4464. Je vais vous montrer un graphique en données journalières du Nasdaq 100. Je pense qu'on est bien parti pour les sommets historiques, sommets annuels, pardon, parce que ce ne sont pas les sommets historiques, hein, sur le Nasdaq 100, avec derrière carrément la possibilité de les voir franchis. Donc sur le Nasdaq 100, bon, forcément on est presque au bout des choses. On a dépassé les 4460, c'est un signal d'achat. En fait, on avait fait ici un double bottom en dépassant les 4400 points. Double bottom, donc pour 325 points de plus. L'idée, c'est au moins de revenir en direction ici des 4700 points. Et derrière, vous avez ici le sommet historique. Le sommet historique sur le Nasdaq 100 qui s'établit ici à 4813 points. Alors, on peut imaginer en cette fin d'année que l'indice Nasdaq 100 soit capable de rebondir justement en direction donc de ces 4813 points. 16 points, pardon. Donc le sommet historique sur le Nasdaq 100. Voilà donc pour les marchés actions US. Alors vous avez compris, hein, que les marchés actions US, notamment le SP500 et le Nasdaq 100, peuvent revenir en direction de leur sommet historique pour le premier, annuel pour le second, après une phase de temporisation qui peut se faire probablement sous les 2080 points sur le SP500. Maintenant, qu'en est-il des paires de devises majeures, avant de répondre donc à vos questions? Alors, lorsque je fais ici une transition, je vais forcément commencer par la paire de devises qui est le plus corrélée. La corrélation positive, elle est forte entre le SP500 et le taux de change USD-Yen. Elle est forte. Je vais vous en montrer tout de suite l'illustration en chargeant sur la plateforme FXM une table de corrélation. Alors, je vais la chercher, bim, voilà, corrélation, table de corrélation. Et j'affiche donc sur la période récente le coefficient de corrélation vous allez constater qu'il est positif. Allez, on va le mettre depuis début octobre, 20 séances, entre l'USD-Yen et l'indice S&P 500. Donc ça charge. Donc on a une corrélation positive, alors qui n'est pas énorme, hein, sur cette période, ça je l'admets, mais elle est positive. Je vais simplement augmenter encore la durée sur laquelle porte ce coefficient de corrélation. Donc voilà, on a un coefficient de corrélation qui oscille entre 0,30 et 0,50 sur la période, ce qui n'est pas énormissime parce qu'il y a eu une phase de correction du dollar américain dans un premier temps, lorsque le marché s'est ajusté à la Fed, avant de voir l'USDN reprendre sa corrélation positive, parce que le dollar a corrigé, d'accord, même si le yen restait faible. Dans tous les cas, cette corrélation, elle existe, elle est forte, et je pense qu'à court terme, le taux de change USD-Yen revient dans la partie basse de ce canal, et à ce moment-là, il s'agira d'une opportunité. Alors ce matin, je vous ai parlé d'une zone support comprise entre 120.30 et 120.50 pour prendre le train en marche en direction des 121.73. Je confirme ce point de vue, et j'y ajoute aussi le fait que cette semaine, nous attendons une décision monétaire de la Banque centrale du Japon qui pourrait ajuster sa politique monétaire alors que la Banque populaire de Chine baisse ses taux pour la 6e fois sur les derniers mois, et c'était une surprise. Et généralement, lorsqu'une banque centrale surprend le marché, les banques centrales qui sont liées n'ont pas le choix, il faut s'ajuster. Donc je pense qu'il faut chercher un positionnement long USD-Yen dans cette zone comprise entre 120.30 et 120.50. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, le taux de change euro-dollar, je pense qu'il faut vendre les rebonds, vous l'avez compris, pour tout un tas de raisons. Je pense qu'en novembre, ce marché reviendra chercher les 1,0850. Maintenant, novembre, on n'y est pas, et novembre, c'est long. L'idée maintenant, c'est d'étudier le rythme de marché. Il y a quelque chose qui est déjà rassurant du côté des stratégies vendeuses de fonds, c'est que le positionnement des traders particuliers chez FXCM, donc le fameux SSI, le Speculative Sentiment Index, s'est fortement renforcé à l'achat, quand bien même le marché perdait 500 pips. Alors, selon l'approche contrarienne des marchés financiers, c'est un facteur de baisse.
Ça, c'est une première chose qui est rassurante, je dirais, pour les stratégies de vente. Maintenant, ce matin, je me posais la question, quelle est la bonne résistance? Dans un premier temps, ce matin, j'étais un peu ambitieux en disant la bonne résistance est à 1,11. 1,11, c'était le support en place depuis la fin du mois d'août qui était acheté par le marché, mais qui a finalement été rompu dans le sillage peu après la conférence de presse de Mario Draghi. Selon l'analyse technique, je pense que c'est cette cassure des 1,11 qui ouvre la voie des 1,0850 en novembre. Maintenant, peut-on réellement revoir les 1,11? On a eu en début d'après-midi la publication des chiffres des ventes dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Consensus envisageait une baisse, moins 11%, c'est 10 fois pire qu'envisagé. Et pourtant, le dollar US ne chute pas. En tout cas, l'euro-dollar ne va pas chercher cette fameuse résistance. Alors pour l'instant, je pense qu'on est dans une phase de temporisation. Je pense que la zone de résistance s'est établie entre 1,1050 et 1,11. Mais honnêtement, j'aimerais les 1,11 pour vendre. Je pense que avant la Fed, et avec cette statistique immobilière qui est mauvaise, c'est toujours crédible d'envisager les 1,11. Si on reste sous les 1,1055, durablement, bah ok. Mais j'ai pas encore cette conviction. J'ai le sentiment qu'on pourrait peut-être pousser un peu encore. Avec un CAC, un DAX, un Eurostock 50 qui ferait peut-être des pullbacks, et un Eurodoll qui irait chercher ces 1,11 qui sera là, serait forcément la bonne résistance, tant ce niveau a été support durablement. Alors on verra, pour l'instant c'est 1,1055 qui continue d'agir sur les cours. Dans tous les cas, cette zone de prix à la fois sur l'USDN et l'euro-dollar sont des zones de prix qui m'intéressent. Alors, j'ai beaucoup parlé des États-Unis, notons que le Canada bascule aussi à l'heure d'hiver le week-end prochain, donc il y a aussi un décalage dans ces statistiques canadiennes. Le taux de change USD-CAD temporise après deux avancées significatives la semaine dernière accompagnées d'un fort volume d'échanges, comme vous pouvez ici constater sur l'histogramme du volume réel sur le taux de change USD-CAD. J'ai ici un canal de progression qui guide les cours. Je pense que le marché peut dériver jusqu'à revenir tester le bas de canal et à ce moment-là ça m'intéressera. Donc l'idée c'est d'utiliser des lignes de tendance haussière ici en place depuis le 15 octobre pour essayer d'attraper un rebond ici dans la partie basse de ce canal. Donc pour l'instant, laissons ce marché temporiser. Alors il y a un marché cette semaine qui sera fortement influencé par la réserve fédérale, c'est l'once d'or. Encore une fois, je vous rappelle que la hausse du dollar américain depuis quelques semaines n'est pas une hausse à proprement parler sur le dollar américain. Le dollar US est globalement neutre. Par contre, il y a eu la baisse de l'euro et la baisse du yen. Le dollar américain, lui, il est neutre. Il est neutre tout en haut, mais neutre. Pourquoi? Parce que je vous remontre ici, les probabilités de voir la Fed relever ses taux en octobre, c'est 0. Enfin, c'est 6%. Autant dire que c'est très faible. Donc, c'est pour cette raison que l'once d'or n'a pas chuté. Malgré tout, l'once d'or, je suis mal à l'aise par rapport au niveau actuel. J'ai conscience que le niveau des 1160 $ agit comme un niveau de support ici. Mais je me dis que ça pourrait finir par casser. Pour l'instant, ça tient. On a ce canal à faible pente. Bon, voilà, je suis franchement méfiant par rapport à la capacité de l'once d'or d'avancer davantage. Alors, les pétroles sont sur support. En termes de rendement risque, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, les fondamentaux, c'est chaud. Le pétrole US Oil WTI donc teste les 44 $. C'est le support majeur du pétrole américain. Ok. Voilà, le pétrole US est sur support. Regardez Lucas Oil, il est sur support. Et pourtant, je constate avec le recul que le marché nous a piégé le 6, 7, 8 octobre lorsqu'il a tenté d'accélérer. Avec finalement presque un double top sur Lucas Oil à 54 $. Et presque au fond un double top à 50 $ sur l'US Oil. Alors on est sur support, on ne vend pas un support, c'est certain, on ne vend pas un support. Mais le risque existe de voir les supports ne pas tenir, étant donné que, comment interpréter la baisse des taux de la Banque populaire de Chine? C'est bien parce que les économistes chinois de la Banque centrale pensent que la croissance économique n'a pas trouvé un plancher en Chine. Donc c'est difficile. Malgré tout, au moment où je vous parle, 44 $ sur l'US Oil et 47 $ sur Lucas Oil sont des niveaux de support. Ce qui signifie qu'on a un rendement risque optimal pour une stratégie positive, bien qu'elle soit à contre-tendance. Honnêtement, moi j'y toucherai pas. Après, je vous souligne simplement le fait que ces deux marchés sont sur support. Par contre, s'ils les cassent,
Le premier taux de change qui en bénéficiera, c'est l'USD CAD. Alors, étant donné que nous sommes dans l'émission Wall Street Insider dédiée à l'Amérique du Nord, je dois vous dire un mot du GBP CAD. Le GBP CAD est toujours un bon candidat. Il forme un support à 2,0140. Ce qui m'intéresse sur le GBP CAD, c'est le fait que le marché ait déjà réintégré les 2 dollars canadiens, qu'il soit sorti par le haut de cette compression descendante et qui forme un support à 2,0139. Et regardez, donc on tient le niveau, moi ça me plaît. Et j'ai le sentiment en fait que ce niveau des 2,0139 sur le taux de change USD CAD eh bien, pourrait relancer la dynamique. En tout cas, c'est un support technique qui permet là aussi donc de gérer son risque. Alors, voilà pour les actifs sur lesquels je souhaitais revenir. Un mot toujours sur l'USD CHF qui a de l'avance sur le taux de change euro-dollar, notamment depuis le 15 octobre, pour la simple et bonne raison que la Banque nationale suisse s'ajuste sur ce qu'envisage de faire la Banque centrale européenne. Rappelez-vous janvier dernier. L'euro CHF ce matin a rebondi. Et je pense que derrière ce rebond de l'euro CHF, eh bien, je pense qu'il y a une intervention de la Banque nationale suisse. Ça, généralement, elle le commente quelques heures après. Dans tous les cas, je pense que le taux de change USD-CHF peut rejoindre petit à petit, guidé par ces lignes de tendance chartiste, le niveau des 0,99 francs suisses. Alors, il y a d'autres taux de change qui sont susceptibles de vous intéresser. Là, je vous invite à me poser des questions. Le DAX, je vous le remonte en 5 minutes, son analyse technique est limpide. Il s'agit d'un range trading entre 10 760 et 10 861 points. Ce matin, sur le DAX, ici, il y a eu donc une petite dive, on a cassé, on est revenu chercher 10 861, on rejette à nouveau 10 861. Je pense qu'à court terme, on va aller chercher 10 794. Donc voilà, en tout cas, en 5 minutes, l'avantage du range que vous fait actuellement le DAX, dans cette phase de temporisation latérale qui fait suite à une impulsion haussière verticale, c'est qu'elle se fait sous la forme d'un rectangle. C'est la figure latérale la plus simple à utiliser, puisque les niveaux de prix sont parfaitement horizontaux. Donc là, je pense que le DAX va retomber à 10 795, et il y a même un risque de voir les 10 795 cassés, et pourquoi pas retomber en direction des 10 764. Alors, ce basculement du DAX dans la partie basse de son range, et on peut bien perdre encore voilà, une trentaine de points de plus, peut être aussi un scénario qui verrait donc l'euro-dollar aller chercher cette fameuse résistance à 1,11 $. Bon, tout ça c'est du rythme de marché intraday. Je dirais que parmi toutes les séances de la semaine qui sont chargées sur le plan des fondamentaux, celle du jour ne l'est pas beaucoup. Donc on peut représenter sur les actifs les mauvaises statistiques immobilières publiées aux États-Unis à l'instant. Allez, maintenant vos questions-réponses, puisque je dois bientôt laisser la parole à David Pichaudot de Professeur Forex pour les positions des banques. Donc, la première question de Panthère porte sur le N-Gaz. Alors, pas de cotation. Alors, sur le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, je constate surtout qu'il s'effondre. Il y a peut-être une échéance. Ça, c'est à vous de vérifier les échéances. Moi, je vais aller vérifier ça tout de suite. Parce que je vous rappelle que ce sont des CFD. Hein. Alors s'il y a une échéance ce soir, forcément là, c'est juste les investisseurs qui changent de contrat. Alors, je vais tout de suite aller voir quelle est l'échéance expiration donc sur le gaz naturel. Nous sommes en octobre 2015 et donc c'est le 27 octobre. Alors, quelque chose qui peut se jouer de cette façon-là. Regardez, l'expiration du contrat FXM, c'est le 27 octobre, c'est demain. Demain, donc, il y a cette expiration du contrat N-Gaz. Alors, c'est peut-être déjà un phénomène, mais de manière générale, l'énergie est sous haute pression. Notamment depuis la 6e baisse de taux en espace de quelques mois de la Banque nationale, la Banque nationale suisse, autant pour moi, de la Banque populaire de Chine. Le gaz naturel a donné un signal de vente énorme la semaine dernière en brisant les 2,44. Donc là, on s'enfonce. Et lorsque je vois le gaz naturel s'enfoncer comme ça, je crains des cassures de support sur le pétrole. En tout cas, bon, c'est la chute libre sur le gaz naturel. On sort par le bas d'un range. Bon, voilà, on est parti pour tomber à 2. Hein. On s'enfonce, quoi. On est vraiment parti pour tomber à 2. Alors,
la question de Panther, c'est de regarder en 1 minute le chart du gaz. Et moi, tout va bien en 1 minute. D'ailleurs, c'est propre en 1 minute. Regardez ça. Regardez la cassure. Les devins cassure. Et là, on fait un drapeau. À mon avis, ça va chuter encore plus. Regardez, on a fait une chute verticale. Et là, on est en train de faire ça. La cassure des 2,28. Là, on a refait une cassure à 2,20. Et on fait cette espèce de flag là. Donc, oui, forcément, là, j'ai quand même le sentiment que le prix du gaz naturel pourrait tomber ici en direction des 2 $. Alors, NZD-USD, GBP Yen. Ok, NZD-USD. Allez, c'est parti. Donc, vous avez des questions sur le GBP Yen et le NZD-USD. J'y vais de suite. NZD-USD. Alors, cette semaine, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande s'exprime. Le marché fait un range. Regardez, il a fait une impulsion haussière, un range. Entre 0,67 et 0,69. Je sais que vous allez me dire que c'est pas un positionnement très massif, très net de ma part. Neutre. Entre 0,67 et 0,60. Rappelez-vous, moi j'ai accompagné la hausse depuis le double bottom ici. Ici, je vous ai proposé des stratégies positives. Une dernière ici qui a été un échec. Et depuis, le marché s'installe dans un range. Le fait d'avoir brisé une ligne de tendance fait que là, le marché s'est installé dans un range. Il est dans une phase d'attente. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande s'exprime cette semaine. Le marché sera dans l'attente. Alors, le GBP Yen doit être bien orienté, c'est le cas. En données journalières, c'est pas mal. Je vais juste prendre un peu de recul. Bon, là, je pense que le GBP Yen est dans un range, en fait. J'essaye un peu de regarder. Il y a quelques lignes de tendance, mais bon, globalement, on voit bien la dynamique de fond, ça reste quand même bien orienté. Si je bascule sur le H4, je dirais que le range s'établit entre 180 et 188, donc quand même un range de 8000 pips, c'est pas rien du tout. Étant donné la faiblesse du yen et l'attrait pour le risque, je pense que le marché peut monter à 188. On a ici un niveau de support horizontal qui passe au niveau des 184,84, donc oui, voilà. Mais j'ai une préférence quand même, vous l'avez compris, sur l'USD Yen, même si je pense que le marché peut se reprendre davantage. Attention au risque de cassure de support sur le pétrole. Attention, le gaz a cassé des supports. Le pétrole, tant le brut US que le WTI, peut briser les supports. Ce qui ne manquera pas de soutenir l'USD CAD et le GBP CAD. Et l'USD Yen, vraiment magnifique pullback. J'ai le sentiment là qu'on... Alors c'est faut voir, mais j'ai le sentiment qu'on a fait le pullback en fait, regardez. Sur cette ancienne ligne, on est sorti par le haut d'un triangle, donc finalement, regardez, on est en train de faire le pullback presque parfait. Ça pourrait relancer, c'est vrai que le GBP4 peut être pas mal sur 2,0140. Bon, pour l'instant, le pétrole n'a pas cassé le support, mais attention à la cassure des supports sur le pétrole. Attention. Sur le DAX, mon objectif pour la fin d'année 2015 s'établit à 11 200 et 11 700 points. Donc déjà 11 200, c'est bien. Je vais revenir sur de l'horaire. Mais j'en ai parlé ce matin. Je pense qu'on rejoindra au moins 11 200, mais 11 700 me paraît tout à fait possible. D'ici, bien sûr, fin décembre. Ah, le pétrole est vraiment en risque. Vraiment en risque de retomber cet ami pétrole. Si on casse les 44 $, c'est très très chaud. Voilà, bah écoutez, je vais bientôt laisser la parole à David de Professeur Forex pour les positions des banques. Donc rendez-vous ici même dans 10 minutes.
Euh, alors, quant à moi, je vous rappelle, vous le savez depuis ce matin quand même on en parle, la newsletter est disponible dans le forum, dans la section newsletter en libre accès, donc je vous invite à aller la chercher, elle est hebdomadaire, elle rassemble notamment le consensus européen des analystes, donc de nos équipes en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France. Et puis quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h15 de vive voix pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci à toutes et à tous et bon après-midi.